Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info et merci de nous être fidèles chaque soir. Voici les titres de ce journal. Le prince Albert II était hier en Ligurie où il s'est rendu dans 2 villages membres du réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Nous vous emmènerons à la découverte de Stella et Andorra. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes aura été marquée hier à Monaco par le lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation du Comité des droits des femmes et par la remise des prix d'un concours vidéo destiné aux jeunes. Nous y reviendrons dans cette édition. Nous serons également en duplex de Jeddah en Arabie Saoudite avec le directeur général exécutif du MEB. Guillaume Rose dressera avec nous le bilan de la mission qui vient de conduire 40 entreprises monégasques à la conquête de nouvelles opportunités économiques. Génération Monaco poursuit sa série de réunions d'information et d'échanges autour des thématiques d'intérêt pour les Monégasques. Hier soir, il était question du sport en principauté. Les équipes de rugby à 7 de Monaco sont justement à l'entraînement à Dubaï avant la grande échéance internationale qui les attend en fin de semaine et ce week-end. Sans oublier dans ce journal le Noël des enfants de Francky qui se déroulait aujourd'hui en présence de la princesse Charlène. Et nous découvrirons enfin 3 ouvrages qui mettent l'histoire de Monaco en lumière. Pour nous les présenter, un merveilleux conteur, Thomas Fouilleron, le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier. Pour débuter ce journal, nous allons nous rendre en Ligurie où le prince Albert II s'est rendu hier pour raviver les liens historiques qui unissent la principauté à cette région italienne. 2 communes font leur entrée dans le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Une journée placée sous le signe du patrimoine et de la mémoire que nous raconte Crisinda Petit-Omel sur des images de Lionel Bernardi. Un déplacement en Ligurie qui a débuté à Stella, dans le hameau de San Giovanni, où le prince Albert II a été accueilli par le maire, les autorités locales et de nombreux habitants. Une terre intimement liée à l'histoire de la famille Grimaldi. Après un moment de recueillement devant la tombe de Sandro Pertini, ancien président de la République italienne et figure majeure du pays, le souverain a déposé une gerbe en hommage à cet enfant du village dont les convictions et l'engagement ont profondément marqué l'Italie. Le parcours princier s'est ensuite poursuivi devant les ruines de l'ancien château médiéval, jadis possession des Grimaldi, un site qui témoigne encore aujourd'hui des origines ligures de la dynastie. Au terme d'une courte déambulation dans le bourg, le prince Albert II a ensuite découvert la maison-musée Sandro Pertini avant de signer le livre d'or, rappelant le rôle historique de cette région, l'un des premiers foyers des Grimaldi. C'è una storia antichissima dove si parla del primo feudo della famiglia monegasca fuori dal Genovesato, quindi per noi essere stato il feudo dove non tutto ma quasi è partito è un atto d'onore importantissimo, è un riconoscimento pazzesco. 1251. Les Grimaldi, quand ils étaient encore à Gênes, eh bien, étaient une famille, disons, qui cherchait un petit peu à étendre son territoire, à étendre le contrôle un petit peu qu'ils avaient sur la région Ligure. Donc, à l'instar d'autres familles aristocratiques de Gênes, d'ailleurs. Donc, les Fieschi, par exemple, avaient trouvé des possessions à l'est de Gênes. Les Grimaldi, eux, c'était plutôt à l'est. Donc, plusieurs châteaux, plusieurs territoires. Monaco en fait partie, d'ailleurs. Donc, Stella, c'était un château qui a été, disons, sous le contrôle dei Grimaldi pendant plusieurs décennies au XIIIe siècle. Anche abbiamo dei comuni molto grandi come Genova, ma dei comuni molto piccoli come Stella o ancora più piccoli. Quindi giornate come oggi sono giornate storiche per questi comuni e aiutano la comunità a crescere e a credere anche che nella storia si può imparare e si può migliorare per il futuro. À Andorra, le souverain a été accueilli par le maire et par les enfants de l'école qui lui ont réservé une arrivée chaleureuse, petit drapeau à la main. Une visite qui a été marquée par l'entrée officielle de la commune dans le réseau des sites historiques Grimaldi, mais aussi par l'inauguration des travaux de restauration du château des Clavesana Paraxo, une bâtisse qui fut aussi l'une des demeures des Grimaldi au XIIIe siècle. Après la bénédiction du site par le prêtre du village, le prince Albert II a ensuite visité l'église attenante, clôturant ainsi une journée placée sous le signe de la mémoire et du patrimoine. Comme vous l'avez vu, que ce soit à Stella ou ici en Andorre, c'est pour une valorisation du patrimoine, c'est pour aussi accompagner, d'abord c'est pour mieux les connaître, et puis c'est pour accompagner ces territoires dans leur développement et dans leur perspective d'avenir.
que ce soit bien sûr dans différents domaines, mais là, cette valorisation de ce patrimoine historique, ça peut ouvrir bien sûr des grandes possibilités de différentes manifestations, mais aussi d'un tourisme culturel et d'un tourisme patrimonial qui est vraiment ce que tout le monde recherche, je crois. Et puis comme on l'a dit, comme beaucoup de personnes l'ont dit dans différentes allocutions, c'est sûr, si on ne comprend pas son passé, si on ne le valorise pas, eh bien c'est difficile de pouvoir envisager l'avenir pour les générations futures. Donc c'est extrêmement important et je suis très heureux d'avoir pu faire cette visite dans cette Ligurie auquel nous sommes bien sûr si proches. Et c'est avec une émotion particulière que le prince Albert II a marché sur ces terres chargées d'histoire, des lieux qui lui ont rappelé les pas de ses ancêtres et cette mémoire commune qui unit encore aujourd'hui Monaco et la Ligurie. Vous l'avez peut-être remarqué, le palais était illuminé en orange hier soir à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et le Comité des droits des femmes de Monaco a officiellement lancé sa campagne annuelle. Nous l'évoquions hier avec Céline Cotalorda, la thématique retenue cette année, le contrôle coercitif. Et pour faire réfléchir la jeunesse sur le sujet, un concours vidéo était organisé avec une remise de prix au lycée Régnier 3 pour récompenser la meilleure production. Les explications d'Alban Gingembre sur des images de Camille Caloni. Je l'ai rencontrée en boîte. Elle brillait plus fort que les néons. Boîte noire, c'est le titre de ce clip réalisé par le Comité des droits des femmes de Monaco pour sensibiliser sur le contrôle coercitif, cette stratégie utilisée pour isoler et contrôler une victime. J'étais là. J'étais tout. J'ai fait taire le monde autour d'elle. La lutte contre les violences faites aux femmes est un travail qui concerne toute la société. Pour faire participer la jeunesse, un concours vidéo adressé à tous les lycéens de la Principauté. La consigne, s'inspirer du slogan de la campagne « L'enfermer, ce n'est pas l'aimer ». Résultat, 11 vidéos produites qui témoignent de l'engagement des jeunes sur le sujet. On a une très grande importance dans ce combat parce que c'est grâce à nous que ce problème peut évoluer dans un sens positif. Donc je pense que c'est vraiment notre devoir de pouvoir communiquer notre vision sur ce problème-là. On peut sensibiliser encore plus les jeunes autour de nous. Les violences invisibles sont des véritables violences et il était nécessaire de pouvoir sensibiliser aussi la jeunesse. Et les messages vidéo qui ont été montrés à l'occasion de ce concours prouvent que les jeunes se sont bien emparés de cette thématique et ont pris conscience aussi de l'importance aussi des liens qu'il faut avoir entre les hommes et les femmes de façon égalitaire et en respectant la liberté de chacun. En Principauté, la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports travaille auprès des jeunes sur les stéréotypes de genre, les violences sexistes et l'égalité des chances. La mission économique du MEB à Jeddah touche à sa fin. Il s'agissait du rendez-vous phare de l'année pour le Monaco Economic Board, qui s'était déjà rendu en Arabie Saoudite et avait pris la mesure des opportunités à saisir dans ce pays. À l'heure des bilans, nous rejoignons le directeur général exécutif du MEB à Jeddah. Bonsoir Guillaume Rose. Bonsoir Patricia. Vous vous trouvez dans ce que certains qualifient de nouvel Eldorado, c'est l'Arabie Saoudite. Ce sont les perspectives qu'offre ce pays qui ont poussé le MEB à monter cette mission? Bien sûr, ça fait 2 ans maintenant que nous écumons l'Arabie Saoudite. Le mot n'est pas trop fort puisque nous sommes d'abord allés à Riyad, la capitale, où nous avons pu trouver d'extrêmes potentiels d'affaires. Et puis aujourd'hui, nous sommes à Jeddah, qui est un petit peu la capitale commerciale de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire c'est un lieu d'échange qui est situé entre Médine et la Mecque, qui est au bord de la mer Rouge et qui est traditionnellement depuis l'aube des temps, l'endroit par où se font l'ensemble des échanges en Arabie Saoudite. Alors pour nous, c'est vraiment, on est dans un nœud de communication qui est la clé du monde islamique et qui est aussi la clé de cette Arabie Saoudite qui pousse si fort. Vous avez qualifié cette mission de mission phare de l'année du MEB. Vous en attendez beaucoup?
On en attend beaucoup et nos entreprises en attendent énormément, puisque nous avons 51 personnes, 42 entreprises. Nous sommes au record, en fait, depuis des années, de participants. Nous avons beaucoup d'attentes de la part de nos membres. Oui, alors vous l'avez dit, plus de 40 entreprises participantes qui vous accompagnent. Quels sont les secteurs d'activité de l'économie monégasque qui sont représentés à Djeddah ? Alors nous avons la logistique, la banque, l'assurance, le yachting, nous avons des conseils juridiques, nous avons des créateurs d'entreprises, notamment en termes d'énergie, nous avons tout ce qui permet de s'installer aussi à Monaco, les family office, les conseils, les avocats qui sont très représentés puisque les cabinets majeurs de la Principauté de Monaco sont avec nous. Nous avons toute une gamme d'entrepreneurs. Nous avons aussi de l'eau, évidemment, puisque l'eau et l'énergie sont deux problématiques extrêmement fortes ici en Arabie Saoudite. Bref, comme toujours, la mission du MEB, les délégations du MEB sont composées de tout ce qui font la force de notre économie, c'est-à-dire une énorme diversité. Et est-ce que les échanges se sont d'ores et déjà montrés prometteurs ? Alors, les échanges ont été très prometteurs, avec cette nuance, bien sûr, tout le monde sait que quand on va en Arabie Saoudite, on ne rapporte que très, très rarement directement des contrats, on noue des contacts, on voit les gens, on fait connaissance, ensuite on parle avec eux. Par exemple, lors de notre mission de Riyad, depuis 2 ans, nous avons une entreprise qui s'est révélée florissante, puisqu'elle a connu ses liens avec certains Saoudiens et avec les bonnes personnes, avec les bonnes entreprises, et elle a pu développer un business énorme. Eh bien, je vous propose justement, Guillaume Rose, que nous entendions 2 représentantes d'entreprises qui sont à vos côtés à Djeddah. Nous les écoutons. Typiquement, ce matin, il y a un monsieur qui était un porteur de projet de marina. Il a commencé à créer en fait des mouillages en plein milieu de la Red Sea. Et il nous a demandé de l'aide sur tout le développement de sa marina, et que ce soit au niveau de l'hospitalité, de l'activation. C'était un contact très intéressant. Maintenant, il faut le travailler et ça va prendre du temps. Mais donc pour vous, bien évidemment, c'est un bilan positif. Tout à fait. C'était très intéressant. On a rencontré également des multifamily office qui sont très intéressés. L'expérience est 100% convaincante. On a pu participer grâce au MEB à la première mission de Riyad et ça a été un réel succès avec des retombées économiques très importantes et des contrats signés suite à ce déplacement entre membres et des beaux partenariats développés. Le fait de lever le nez du guidon de Monaco et de se rencontrer à l'étranger, c'est une vraie force et ça permet d'accélérer les liens et le business. Voilà, on vient d'entendre donc ces 2 représentantes d'entreprises constituant cette mission du MEB qui étaient effectivement ravies elles aussi de pouvoir voir qu'effectivement à Djeddah, il y a des opportunités. Absolument, on est très content en plus d'avoir pu faire parler 2 de nos entreprises qui sont radicalement différentes d'abord, et puis ensuite dont les motivations sont relativement différentes mais correspondent au succès des missions du MEB, puisque d'un côté, nous avions quelqu'un qui est implanté en Arabie Saoudite et qui poursuit cette implémentation, et puis de l'autre, nous avions quelqu'un qui recherche à la fois du contact en Arabie Saoudite et en plus recherche aussi à rencontrer nos entreprises de manière proche afin de pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le business intradélégation. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans nos déplacements. Vous étiez au début du mois au Paraguay, puis ensuite en Chine, aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Les opportunités aujourd'hui sont plus diversifiées que par le passé et non plus concentrées que sur quelques zones du monde. Il faut savoir que la grosse différence en fait auparavant, c'est que l'économie est mouvante, change, bouge dans tous les moments, c'est comme une vague. On a des moments merveilleux, puis ça passe, et puis ça revient, et il faut toujours savoir essayer de trouver le bon moment et arriver au top de la vague. Nous allons vous libérer puisque je crois que vous vous trouvez au Yacht Club de Djeddah où cette mission se poursuit. Merci Guillaume Rose d'avoir été notre invité en duplex d'Arabie Saoudite. Merci Patricia, à bientôt. Génération Monaco a poursuivi hier soir sa série de rencontres avec les Monégasques. Depuis son lancement, ses membres ont souhaité proposer des soirées-conférences thématiques pour échanger sur des questions de société. La dernière en date portait sur le sport. C'est un reportage d'Alexandra Pani et Alexa Vial.
Salle comble pour cette 4e soirée conférence organisée par le nouveau parti Génération Monaco. Après la santé, l'attractivité et l'éducation, c'était au tour du sport à Monaco d'être au cœur des débats, alors que la principauté a été désignée capitale mondiale du sport pour l'année 2025. Un de nos objectifs, c'était vraiment de relancer l'activité politique à Monaco et je pense que c'est chose faite. On avait promis de faire donc des soirées conférences, des groupes de travail, c'est ce qu'on a fait. Et là, en 8 mois, 4 soirées conférences, donc une tous les 2 mois, avec vraiment un rythme très soutenu et à chaque fois avec un panel de professionnels très divers pour pouvoir réintéresser les Monégasques et les résidents à la politique de notre petit pays. Donc ça, je pense que vraiment, il y a eu un très très bon accueil. À chaque fois, on a salle comble, donc c'est super. On a des grosses capacités de salle. À chaque fois, c'est 150 places assises, voire plus. Et donc, voilà, je pense que vraiment l'intérêt est là et surtout les gens sont touchés parce qu'il n'y a aucune propagande. On est là directement, on propose ce panel, il parle directement en monégasque et donc c'est vraiment des échanges avec à la fin un petit peu en mode débat avec questions-réponses et interaction avec le public qui est vrai, qui est authentique et qui plaît, qui est surtout très direct. À cette occasion, 5 panélistes étaient invités, experts dans des domaines variés du sport en principauté. Parmi eux, l'entraîneur de Valentin Vachereau et ancien joueur du circuit ATP, Benjamin Balleret. Il a pu revenir sur ses expériences et les pistes qui pourraient être envisagées pour le développement du sport à haut niveau en principauté. C'est pour parler du sport monégasque et puis un peu de mon expérience, notamment avec Valentin et du sport de haut niveau de notre côté. Mais moi aussi, j'ai hâte d'entendre ce que les autres intervenants et ce que Marc a à dire pour se faire débattre un petit peu du sport à Monaco. C'est très intéressant. Des soirées-conférences qui se poursuivront en 2026 avec de nouvelles thématiques. Mais Génération Monaco souhaite proposer également d'autres formats pour les mois à venir. 2e jour à Dubaï pour les équipes monégasques engagées au tournoi international de rugby à 7 ce week-end de l'Emirates Dubai Sevens. Au programme de cette journée de mercredi, un entraînement et du partage pour l'équipe première des Impies et l'équipe développement. Les joueurs monégasques ont rencontré des élèves de la North London Collegiate School Dubaï où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Sylvain Péroumal et Christophe Paco. Et une vraie bonne séance d'entraînement se conclut toujours par un cri de ralliement. Allez, Impies on 3, 2, 3, Une vraie séance physique de reprise, évidemment pour l'équipe première, les Impies, comme pour les seconds, l'équipe développement. Une séance rythmée par le travail, bien sûr, physique robuste, mais aussi par une petite machine, une petite valise qui contient des éléments très importants analysés par le préparateur physique de l'équipe France lui-même, Gaëtan Boissard, que l'on retrouve dans son antichambre. Il y a des unités GPS, donc tout simplement qui sont là pour traquer un peu ce qui se passe au niveau des déplacements des joueurs sur le terrain. Voilà, avoir des indicateurs simples comme les mètres parcourus, à quelle vitesse ils le font, quand est-ce qu'ils accélèrent, quand est-ce qu'ils décélèrent. Voilà, quelle vitesse max ils atteignent. On essaie de donner un thème à nos journées et plus on est proche de l'objectif, plus on va sur des choses très courtes, très intenses, donc proche de la vitesse du match. De plus en plus pro chez les Impies, comme avec vous, avec l'équipe de France, ça sert, on l'a bien vu. Et en tout cas, ouais, c'est une nouveauté sur les Impies et c'est une équipe qui cherche à se professionnaliser, donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est surtout pour les joueurs et l'encadrement aussi qui va progresser grâce à cet outil. Et pendant ce temps-là, à l'initiative de la Fondation Princesse Charlène, partenaire de la Fédération monégasque de rugby, les stars, les Impies sont restés au contact des tout jeunes collégiens ici de cette école de Dubaï, des rencontres, des échanges, avec vraiment des trouvailles de chaque côté pour s'amuser et surtout pour échanger. C'est sympa de jouer contre les grands, là, d'apprendre bien sûr. Oui, ouais. C'est trop facile. Qu'est-ce que tu as aimé? J'aime de cours par ici et par là-bas de faire comme 13. Je t'ai vu faire des touches aussi. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard toi dans la vie? Je veux faire le rugby. Qui est ton joueur préféré? Colby, d'Afrique du Sud. Belle rencontre tous les deux, parce que là on a parlé rugby. J'ai entendu les Jaunards, Clermont-Ferrand, j'ai entendu? Oui, ma femme est française. Et j'ai joué rugby quand j'étais jeune pour l'équipe Angleterre Junior et de l'université. Comme ça, j'ai joué dans la coupe de monde de l'université au sud de France quand j'étais jeune. Oui. C'est pourquoi c'est important de vous retrouver ici tous les deux. Hein. Oui, exactement. On a essayé d'animer un petit atelier avec les gamins qui ont été formidables malgré la chaleur, mais ils sont habitués plus que nous. Vous avez plus d'énergie que nous, mais on remercie encore la North London pour leur accueil. Et c'est magnifique de s'entraîner là, à 5 minutes de l'hôtel. Merci encore. Et j'espère que c'est le commencement. Voilà, c'est que le début d'une collaboration et merci encore. Parfait.
Merci. Anyway, thank you. Thank you. Magnifique moment de partage, une fois de plus ici dans ce voyage à Dubaï sous l'impulsion de la Fondation Princesse Charlène dans le cadre bien sûr du programme Sport Éducation. Cette rencontre qui restera marquée dans l'histoire de la Fédération monégasque de rugby avant d'attaquer bien sûr la compétition maintenant dans 48 heures pour les Impies, les Zoumouza, les moins de 16 ans et l'équipe de développement. En cette fin d'année, 3 parutions ont attiré notre attention. 3 belles idées de cadeaux pour les fêtes. La plus traditionnelle, ce sont les annales monégasques. Le second ouvrage revient sur l'histoire de Marie-Catherine de Brignoles-Sales, une princesse de Monaco. Et le troisième porte sur toute l'histoire de la principauté. Pour nous les présenter, nous rejoignons en plateau le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier. Thomas Fouilleron, bonsoir. Bonsoir Patricia. C'est un rendez-vous traditionnel de fin d'année. Vous venez nous présenter le dernier numéro des Annales monégasques, mais pas seulement, puisque vous nous présenterez aussi aujourd'hui 2 autres ouvrages, Une princesse des Lumières en quête de liberté et Monaco, une souveraineté dans l'histoire. Mais débutons tout d'abord donc par la revue d'histoire de Monaco. Quelle en est la thématique ? Alors, elle est variée, évidemment. Chaque année, nous essayons de couvrir toutes les périodes de l'histoire, des thématiques également variées. Donc là, du Moyen-Âge à 1944, de Régnier Ier, je dirais, à Régnier III, 2 articles sur le Moyen-Âge. Régnier Ier, donc, qui paradoxalement n'a jamais été seigneur de Monaco, même s'il est le lointain ancêtre du prince souverain. Et donc, en quelque sorte, avec Malizia, les 2 fondateurs de la dynastie, ce Régnier Ier qui a été seigneur de Cagnes, qui était amiral de France au service de Philippe le Bel, qui a donc eu une existence mouvementée de condottière, de capitaine de guerre au service des puissances, qui a permis aux Grimaldi d'amasser une certaine puissance financière qui ensuite, quelques années plus tard, permet d'acheter 2 seigneuries, Menton et Roquebrune, qui, avec Monaco, vont former le territoire de souveraineté des Grimaldi pendant 5 siècles jusqu'à la sécession de 1848. Nous avons aussi un regroupement de 2 articles sur les fresques du palais, et donc nous poursuivons en quelque sorte au fil des travaux de restauration, de dégagement des décors peints de la Renaissance, ces travaux et les recherches qui sont menées parallèlement au travail des restaurateurs. Et puis nous avons un récit de voyage d'un découvreur du Midi de la France et également évidemment de la Riviera, et jusqu'à Monaco, un naturaliste qui, en 1860, on est encore à une époque où Monaco, j'allais dire, est dans son état primitif, avant les grands bouleversements qu'on lui connaît liés au tourisme balnéaire et aristocratique. Et puis, évidemment, il y a aussi l'histoire du théâtre, avec une pièce de Victorien Sardou, Rabagас, qui rappelle justement, comme toile de fond, la sécession de Menton et Roquebrune, mais en faisant passer des messages liés à l'histoire politique de la France sous le Second Empire et le tout début de la Troisième République. Et puis, nous reprenons évidemment dans un dossier l'exposition que nous avions organisée l'année dernière à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Monaco et qui avait été présentée dans le hall du ministère d'État. J'aimerais également qu'on évoque la couverture, parce que ça, c'est un choix important, c'est ce qui accroche le regard, c'est ce qui accroche l'intérêt. Comment avez-vous choisi également cette couverture ? Il nous a semblé que ce qui était peut-être le plus marquant, peut-être aussi le plus accrocheur pour l'histoire contemporaine de la principauté qui était évoquée dans ce numéro, c'est évidemment la libération de 1944. Et donc nous avons repris un visuel que nous avions sélectionné en 2024, l'année dernière, en faisant une petite entorse. Vous savez à quel point je suis attaché à l'intégrité des documents d'archives, mais là, nous avons voulu donc coloriser volontairement les drapeaux alliés avec cette petite pointe d'humour, parce qu'on voit évidemment l'importance du drapeau soviétique en 1944 sur la place d'Armes à Monaco, mais qui rappelle évidemment la contribution de la résistance communiste, de Beausoleil, de Cap d'Aille à la libération du territoire. Venons-en au deuxième ouvrage, Une princesse des Lumières en quête de liberté. Qui était Marie-Catherine de Brignoles-Sales ?
Alors, une figure peu connue, c'est une Génoise qu'épouse le prince Honoré III. Il y a toute, j'allais dire, une mise en scène autour de ce mariage qui est la dernière grande cérémonie monarchique d'Ancien Régime à Monaco. C'est une princesse venue de la mer et c'est une princesse qui se sépare du prince Honoré III. Le prince Honoré III aimait beaucoup les chevaux. Elle s'est sentie délaissée pour la passion des chevaux de course, des chevaux de race. Et c'est une princesse qui fréquente beaucoup les salons parisiens, qui est appréciée. Un voyageur britannique dira d'ailleurs qu'elle est la plus jolie femme de France. Et puis, c'est une femme donc, qui s'éprend pour le prince de Condé. C'est ce qui l'amène à Chantilly, évidemment, qui est la résidence des princes de Condé. Elle va suivre dès 1789 le prince de Condé en émigration et elle finira, dame âgée, par l'épouser en Angleterre quelques années, 5 ans avant sa disparition. Donc une existence assez romanesque et une figure évidemment de ces femmes des années 80, des années 1780 qui ont rencontré la Révolution et ses vicissitudes. Et comme pour les Annales, c'est un ouvrage qui mêle récit et une riche collection d'illustrations d'époque. Absolument, puisque c'est un catalogue d'expositions. L'exposition a lieu encore donc, jusqu'au début du mois de janvier au château de Chantilly. Et donc, c'était une très belle collaboration avec des prêts d'institutions muséales importantes. Du musée du Louvre, par exemple, il y a un très beau buste en terre cuite qui est conservé par Dejoux, qui est conservé au Louvre. Donc, le catalogue, évidemment, est à la fois le reflet de l'exposition et en même temps un point sur les avancées historiques, de connaissances sur cette princesse. Et la parution de cet ouvrage fait écho à la toute récente visite du prince souverain à Chantilly. Bien sûr, pour inaugurer cette exposition. Dernier ouvrage, et non des moindres, il s'intitule « Monaco, une souveraineté dans l'histoire ». Il est signé Thomas Fouilleron. Vous êtes parti en quelque sorte du manuel scolaire d'histoire de la principauté. Vous avez souhaité l'enrichir pour l'ouvrir au plus grand nombre. Absolument. C'était un vœu du prince souverain depuis de nombreuses années, puisque la première édition du manuel scolaire datait de 2010, la deuxième édition de 2016, et puis il n'était qu'en français. Il y a une version anglaise. Et donc cet ouvrage a l'ambition d'être une synthèse sur l'histoire de Monaco et notamment sur la façon dont la souveraineté de Monaco s'est construite dans un contexte particulier, international. Et donc, on a essayé effectivement d'ouvrir l'histoire de Monaco, non pas à une identité restreinte, mais de montrer à quel point l'émergence de cette souveraineté est liée au grand mouvement de l'histoire européenne, avec là effectivement une iconographie également riche, dans un format que l'on appelle beau livre, donc qui doit notamment se retrouver sur les tables basses, et pas que, j'espère qu'il doit être aussi lu. Oui, parce que cela permet effectivement une découverte de Monaco. Alors depuis les temps préhistoriques jusqu'à aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup d'encarts, d'apartés. On peut ainsi découvrir ce qui se cache derrière l'histoire de l'hymne de la principauté. C'est vraiment un ouvrage grand public. Oui, c'est un ouvrage grand public, mais qui en même temps ne laisse rien au hasard et essaie d'être le plus près possible de la recherche actuelle et en essayant effectivement d'expliquer quels sont les attributs de la souveraineté, les symboles de l'État. Je dirais toute chose que les monégasques, les résidents, les élèves, mais pas que, doivent connaître. Et j'espère que ce sera évidemment un instrument, un ambassadeur de la connaissance de la principauté à travers le monde. Puisque ce qui fait la légitimité de Monaco aujourd'hui, c'est son histoire si spécifique, si particulière. Et par-delà, c'est aussi une très belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Donc je le rappelle, ces 3 ouvrages, les Annales monégasques qui vont paraître sous peu, Monaco, une souveraineté dans l'histoire, et cette princesse des Lumières en quête de liberté. Merci beaucoup Thomas Fouilleron d'être venu en plateau à Monaco Info pour nous présenter ces 3 ouvrages. Merci à vous.
L'association Les Enfants de Francky vient d'organiser son Noël un peu avant l'heure, ce mercredi, tout au long de la journée à l'Auditorium Régnier 3. Un spectacle pensé, créé pour les enfants malades, porteurs de handicap ou en situation de vulnérabilité a été présenté. Retour sur cette journée féerique dans ce reportage de Fabien Bonilla et Hugo Comaza. Le 28e Noël de Francky a été organisé ce mercredi sous forme de 2 spectacles, 2 représentations, une le matin et une en début d'après-midi en présence de la princesse Charlène. J'entends rien! Est-ce que vous allez bien? Ce sont en tout 1130 enfants qui ont pu bénéficier du show féerique proposé à l'Auditorium Régnier 3, 460 le matin et 670 l'après-midi. Ces enfants de la région sont soit malades, soit porteurs de handicap ou encore en situation de vulnérabilité. Ils sont soutenus par 220 associations avec lesquelles l'association Les Enfants de Francky travaille. Ça fait 28 ans qu'on fait le Noël de Francky, donc effectivement, chaque année c'est différent. Chaque année de plus en plus de travail et c'est le Noël de Francky. Le Noël de Francky, ça veut dire quoi? Ça veut dire une journée dédiée aux enfants de la région, les enfants malades, en détresse, et partout, qui viennent dans la région PACA, qui viennent à Monaco pour fêter Noël. Le thème du spectacle de cette année était Danse avec Francky. L'histoire, ce célèbre clown avait pour objectif de participer à l'émission Danse avec les stars. Une journée qui a mobilisé une centaine de personnes, que ce soit des danseurs sur scène ou des hommes et des femmes de l'ombre pour la technique, sans oublier les bénévoles de l'association. Un spectacle d'1h30 pour la plus grande joie des jeunes spectateurs. Ben, ça parlait de Francky, ça parlait de plein de choses. Des danses, des chansons. Moi j'ai aimé, et j'ai aimé même quand Francky il a donné la main au Père Noël. Ça j'ai aimé beaucoup. Et j'ai aimé même quand Francky il était content, il était de joie. Mais j'ai bien aimé beaucoup le spectacle, c'était trop bien. À la fin de ce spectacle, les enfants, avant de repartir pour leur quotidien, ont eu la surprise de recevoir un cadeau de Noël et un goûter festif. Place à la magie au Théâtre des Muses. Le magicien d'Oz revient sur scène dans une version poétique portée par des décors dessinés en direct. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi ont assisté à la dernière répétition. Un vent d'enchantement souffle sur le Théâtre des Muses. Le magicien d'Oz plonge les enfants dans une odyssée lumineuse. Porté par des décors dessinés en direct, le spectacle réinvente le conte. Un voyage tendre sans ombre où l'imaginaire prend vie sous les yeux du public. On a une illustratrice en live qui donc va créer tous les dessins, tous les décors en temps réel devant les spectateurs. C'est assez immersif et en même temps ça rend hommage à William Wallace Denslow qui était l'illustrateur avec lequel Lyman Frank Baum a écrit la première version du Magicien d'Oz en 1900. Donc déjà ça démarre par ça et ensuite on a des personnages très colorés, on est resté fidèle au texte le plus possible et puis on a Dorothy ici qui donc fait le personnage principal, le lion, le bûcheron, l'épouvantail et tous vont traverser cet univers extrêmement coloré pour petits et grands. Dorothy, c'est un peu le personnage dont tout le monde peut se rapprocher le plus, c'est l'humaine en fait de l'histoire, parce qu'on est quand même entre un épouvantail, un bûcheron en fer blanc et un lion. Et du coup, c'est vraiment le lien avec les spectateurs, avec les enfants, la plupart du temps, certains adultes aussi qui aiment bien regarder la pièce. Donc non, c'est de rentrer dans la peau d'une petite fille, d'avoir cet émerveillement, tout ça. Et quand on garde son cœur d'enfant, normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Fidèle à son esprit chaleureux et intime, le Théâtre des Muses ouvre ses portes à l'univers du magicien d'Oz. Ici, nous retrouvons des histoires qui émerveillent et qui confirment le goût pour les spectacles conçus pour offrir un vrai moment aux familles. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler avec Lucas Gimelot, dont je suis la carrière. Et puis, voilà, je dois avouer que cette version du magicien d'Oz m'a émerveillée. Et je suis ravie parce que la pièce a beaucoup de succès, il y a beaucoup de
réservations et c'est la raison pour laquelle on a ajouté une représentation supplémentaire ce dimanche. Et puis moi, j'ai l'intime conviction que pour améliorer la vie des enfants, il faut absolument les amener au théâtre, leur faire du théâtre, parce que le théâtre, mais c'est l'école de la vie. Le Magicien d'Oz s'installe au Théâtre des Muses pour quelques dates ce week-end, avec une représentation supplémentaire ce dimanche à 14h. Pour refermer ce journal, les étoiles dans les yeux des enfants qui ont pris part aujourd'hui au Noël des enfants de Francky. Ce sont les photos de fin d'édition signées Manuel Vitali. À suivre sur Monaco Info les prévisions météo d'Alban Gingembre. À demain, 19h pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain, le soleil brillera de plus belle à Monaco. Un grand ciel bleu nous attend sans aucune perturbation. Des températures toujours un peu fraîches mais largement supportables en cette saison avec 6 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Le jeudi 27 novembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Séverines. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.